Bonjour à tous et puis merci à la MSA Dordogne de m'avoir invité pour avoir l'occasion de partager avec vous ces constats sur la relation homme-cheval. Juste peut-être pour me présenter, je suis une scientifique, je suis une éthologiste. Éthologie, ça vient de ethos et logos, donc science des mœurs. Et ce que je vais vous présenter est basé sur le cœur du métier, qui est des observations standardisées, éventuellement des expérimentations. Et pour nous, le cœur du problème, c'est de sortir de l'observation anecdotique pour avoir quelque chose qui est quantifiable, reproductible. Donc on essaie de vous donner des informations qui sont le plus justes possible. Voilà. Alors, pourquoi on s'interroge encore et toujours sur cette relation homme-cheval? Vous savez bien sûr que c'est une espèce qu'on a domestiquée il y a très longtemps. Mais bien qu'on l'ait domestiquée il y a très longtemps, vous voyez que dans l'histoire de l'évolution du cheval, nous, humains, arrivons très tardivement. Donc malgré tout, c'est une espèce qui garde ses adaptations fondamentales. Au cours de l'évolution, le cheval s'est adapté à vivre dans des grands espaces, en groupe, avec une alimentation continue. Et effectivement, dans les conditions domestiques, on peut s'interroger sur l'impact qu'ont nos pratiques aussi sur son comportement. C'est aussi pour le cheval un statut particulier puisqu'il est entre l'animal de ferme, donc parce qu'il vit hors de la maison, et puis l'animal de compagnie parce qu'il a une relation beaucoup plus individualisée avec l'homme que ne l'ont les cochons en élevage intensif par exemple. Alors, face à ça, on est devant un constat, c'est-à-dire que la relation homme-cheval, on est tous contents de l'avoir et en même temps, elle est ambiguë. Pourquoi? Parce qu'il y a du côté cheval, en fait, on lui apporte des choses, c'est-à-dire qu'on le nourrit, on l'abrite, dans le milieu domestique, il n'a pas de prédateurs. Mais voilà, le constat, c'est que malgré tout, on a des chevaux qui, potentiellement, finissent leur vie précocement, pour des raisons qui ne sont pas uniquement des raisons sanitaires, ça peut être des raisons comportementales, et donc ça pose question. Du côté humain, même chose. On est très content de ce lien, on a une relation privilégiée avec un autre être vivant, on peut réaliser des performances, aller se promener, donc tout ça est positif, et en même temps, le constat, c'est que c'est troisième cause d'accident chez les vétérinaires, c'est un poste majeur pour la MSA, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui aussi, avec des accidents qui sont surtout au sol chez les professionnels, ce qui veut dire que c'est avant tout des accidents liés aux réactions de l'animal et éventuellement à leur agressivité. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que le risque d'accident chez les professionnels n'est pas lié à l'expérience, c'est-à-dire qu'on peut être un vieux soigneur et avoir autant de risques qu'un jeune soigneur. C'est lié au degré d'exposition. Plus on est avec les chevaux, plus on a de risques. Ce qui montre bien aussi que peut-être l'expérience a un rôle aussi ambigu, c'est-à-dire qu'on perd son attention avec la répétition du métier. On finit par trouver tout ça banal. Et en fait, c'est là peut-être que l'accident arrive et on va revenir sur ce concept. En attendant, face à ce constat, on a deux solutions. Ou bien on se dit c'est une fatalité, c'est-à-dire que la relation homme-cheval a des bons et des moins bons côtés. Ou bien on se dit mais est-ce qu'on ne peut pas aller vers quelque chose qui va plus vers le bon côté ? Et en fait, l'idée, c'est d'aller dans ce sens aujourd'hui. Alors, dans les facteurs qui sont évoqués, les facteurs d'accident, il y a l'émotivité du cheval. Dans émotivité, on va mettre la peur, on va mettre la difficulté à se séparer des autres, on va mettre un certain nombre de concepts comme ça qui font que l'animal va faire des écarts, va avoir des allures vives au moment où on ne voudrait pas. Et on avait fait une enquête auprès de moniteurs de centres équestres. Vous voyez que c'est sur 70 chevaux. Avec cette enquête, on considère... Enfin, les moniteurs nous disaient qu'il y avait à peu près un tiers de leurs chevaux qui avaient des réactions de peur fortes quand ils étaient manipulés ou montés. Pratiquement tous les chevaux étaient considérés comme potentiellement nerveux quand ils étaient montés ou manipulés, et la moitié très nerveux quand ils étaient montés. Et puis, il y avait plus de la moitié des chevaux qui montraient des réactions assez fortes lors de la séparation sociale avec les congénères. Vous voyez que c'est un constat qui est un peu surprenant pour des animaux qui sont des animaux d'école. Donc forcément, associé à ça, on a des écarts, des fuites, des ruades, donc des chutes potentielles. Et puis l'autre point qui est évoqué dans les accidents, c'est l'agressivité du cheval envers les humains. Et nous, éthologistes, on dispose de tests standardisés. Donc, on a des situations toujours les mêmes, dans lesquelles on positionne, par exemple, un humain face au cheval dans son box.
Et puis on va noter les réactions du cheval, donc en termes de posture, position des oreilles, le cheval approche, approche pas, il s'écarte, voilà. Et on quantifie les réponses du cheval à ces situations. Donc on a toute une batterie de tests et on va mettre l'accent sur les réactions plutôt négatives de type menace, avec les oreilles couchées en arrière, ou celles qui sont plutôt une approche positive, oreille en avant, flairage de l'humain. Et on a réalisé ces tests dans tout un ensemble d'établissements. Et vous voyez qu'en fait, dans ce contexte, face à un expérimentateur inconnu, il y a entre 30 et 70% des chevaux dans les établissements qui peuvent présenter des réactions agressives qui peuvent aller de la simple menace à l'agression réelle. Vous voyez aussi qu'on a des différences entre types d'établissements, mais qu'au global, on a testé près de 700 chevaux maintenant et qu'il y en a près de la moitié qui ont eu des réactions de menace en présence d'un expérimentateur à ces différents tests. Ce qui est intéressant, c'est que si on regarde les chevaux loisirs qu'on a testés en conditions, on va dire, naturalistes, donc chevaux qui vivent dehors en groupe et qui font de la balade, on a moins de 10% des chevaux qui ont menacé l'expérimentateur. Donc face à ça, deux constats. On est sur une population de chevaux qui finalement a une vision de l'homme qui n'est pas forcément la plus positive possible. C'est quand même près de la moitié des chevaux. Et un autre, c'est qu'il y a un effet, visiblement, des conditions de vie et de gestion des animaux sur la perception qu'ils ont de l'humain. Alors, comment on peut expliquer ce phénomène ? Donc, on va regarder un petit peu quelle peut être la source des problèmes en examinant déjà le volet équin. Je vous ai dit, il y a deux aspects qui sont mis en avant dans les raisons des accidents. Le premier, c'est l'émotivité. Comment la mesurer ? Bon, il y a des tests classiques réalisés par toutes les équipes d'éthologie qui vont être, on sépare l'animal de ses congénères en le mettant dans un espace tout seul. On va lui mettre un objet inconnu, et puis, ou alors on va le faire passer sur un obstacle inconnu. Là aussi, ce sont des tests standardisés classiques où on va noter le comportement de l'animal et ses réactions de façon à pouvoir ranger, en quelque sorte, les animaux entre eux. Ici, par exemple, vous avez un test du pont. Donc, l'animal doit passer sur un obstacle inconnu. Alors, je ne sais pas si cette vidéo-là, je l'ai. Voilà, donc en fait, l'expérimentateur amène l'animal et vous voyez que quelquefois, il réagit fortement, alors qu'un autre, dans la même situation, va simplement explorer, flairer et finir par passer. Voilà, même chose si on met les chevaux devant des objets inconnus. Ici, c'est dans exactement le même endroit. Vous avez deux chevaux exactement dans le même site, le même établissement, face au même objet inconnu. Vous voyez qu'il y en a un qui est au galop avec la queue en panache et l'autre qui va aller directement quasiment explorer l'objet. Donc ces différences individuelles, c'est un constat partout où on passe. Et c'est même vrai pour des animaux, des jeunes animaux qui sont élevés, comme là c'est le cas dans cette étude-là. Oh pardon. Dans cette étude-là, où c'était des jeunes chevaux de 2 et 3 ans, tous de même race, tous élevés au même endroit. Vous voyez que même dans ces conditions-là, deux individus ne vont pas faire la même chose. Il y en a un qui va explorer le pont, mais éventuellement se pointer, et puis l'autre qui va se contenter de s'écarter. Dans les facteurs en jeu, dans ces différences individuelles, on a des effets génétiques qui sont une influence du père. Des individus de même père ont tendance à réagir plutôt de la même façon. Et ça a été vérifié sur un certain nombre de tests. Et puis, on peut avoir... Donc voilà. Alors là, il y a une étude, par exemple, qui a été faite au Japon sur des chevaux de course, où, en fait, des descendants de deux étalons étaient répartis entre deux centres d'entraînement. Et ils ont regardé les réactions des jeunes chevaux à la visite vétérinaire obligatoire. Et en scorant ces réactions, ils s'aperçoivent qu'il y a une corrélation dans les réactions des descendants de même père dans les deux sites, c'est-à-dire que ceux d'un étalon qui était très réactif aux manipulations par le vétérinaire d'un côté l'étaient aussi dans l'autre centre. Donc un substrat génétique avéré qui se vérifie aussi quand on compare les races. Par exemple, ici, vous avez une étude où on a fait passer le pont à différents chevaux, donc c'est quand même une étude faite sur plus de 700 chevaux. Vous voyez là, entre un fjord, un quarter horse, un haflinger,
ou un pur sang arabe, vous avez tout un gradient de temps mis à passer le pont qui reflète leur réactivité face à ce substrat inconnu. Mais aussi, du coup, en relation avec l'homme, puisqu'en fait, ils étaient tenus en main. On a, au-delà des aspects évidemment génétiques qui sont une réalité, on a aussi évidemment aussi des effets environnementaux. Les deux ne sont jamais dissociables. Et si on prend une étude toujours avec ce même test pour être dans la continuité, là c'est des étalons de haras nationaux qu'on avait testés. On a testé les chevaux dans 9 haras nationaux. Vous voyez là encore que le temps mis à passer le pont, qui est un reflet de cette peur, diffère grandement en fonction des sites. Donc comment on s'y retrouve? On a d'un côté une influence, donc on a des variations individuelles qu'on constate à un temps T, d'un côté avec une influence de facteurs génétiques, d'un autre visiblement des facteurs environnementaux. Eh bien en fait on va s'apercevoir que tout ça va ensemble, c'est-à-dire que par exemple quand on compare les réactions, donc là c'est test Dupont, je vous passe le détail de l'analyse, des sels français et des arabes, on constate que partout où on passe, sur ce test Dupont, globalement, les sels français vont mettre moins de temps à passer que les pur sang arabes, qui sont globalement plus émotifs. Mais maintenant, quand on regarde les différents sites, si on retrouve bien cette différence entre races, on s'aperçoit que le sel français du hara numéro 3 est plus émotif que le pur sang arabe par exemple, du hara numéro 1. Donc en fait, ces différences génétiques sont une réalité, mais elles sont médiées par les conditions de gestion de l'animal. Et donc ça explique ces différences entre sites. C'est ce qu'on appelle des effets cumulatifs. C'est-à-dire que dans les mêmes conditions, les différences entre races ont un sens, mais dans des conditions différentes, on a une sorte de translation qui fait que, par exemple, dans le hara numéro 3, tout le monde globalement était très émotif. Encore plus si c'était un pur sang arabe, et que globalement tout le monde dans le hara numéro 1 était tranquille, même s'ils étaient des pur sang arabes. Voilà. Donc évidemment, les gens de chevaux particulièrement pertinents sont ceux qui vont arriver à avoir toute leur race dans un état de calme permanent. Dans les conditions de vie, donc pour aller plus loin dans les facteurs qui peuvent expliquer ces différences entre sites, on a un premier facteur majeur, c'est l'hébergement des chevaux. Là, c'est une étude qui avait été menée sur des chevaux de centre équestre, où on a regardé les comportements des chevaux quand ils étaient lâchés face à un objet inconnu, seuls dans le manège. Je vous ai montré une petite vidéo tout à l'heure. Et on a constaté en fait que les chevaux qui étaient hébergés, donc les chevaux de centre équestre, qui étaient hébergés majoritairement en box, c'est-à-dire qu'ils ne sortaient pas, versus ceux qui étaient hébergés avec sortie en paddock régulière, n'avaient pas les mêmes réactions à ce test, et en particulier ceux qui étaient hébergés en box permanent présentaient dans ce test beaucoup de locomotion forte, trot, passage, galop, ruade, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas contre-intuitif. Vous vous doutez bien que sortir du box où on a été confiné, on a envie de se défouler. Ça, c'est bon, c'est pas un scoop. Mais en même temps, ça veut dire que si la sortie du box, c'est pour aller travailler, on met potentiellement les jeunes cavaliers en difficulté. C'est-à-dire qu'un cheval qui est plus réactif est aussi une source d'accident potentiel. Donc évidemment, un hébergement paddock va favoriser le calme à la sortie. C'est encore une fois pas un scoop et en même temps, c'est pas forcément toujours ce qui se passe. Comment expliquer maintenant les comportements, au-delà de l'émotivité, les comportements dirigés vers l'homme des chevaux, qui, comme on l'a vu, ne sont pas toujours très simples. Là encore, on va revenir sur les conditions d'hébergement, avec le constat dans différentes études que les chevaux, donc vous savez qu'un hébergement en box, il y a deux facteurs. Il y a le fait que l'animal est confiné, donc en fait ne peut pas bouger beaucoup. C'est une espèce qui, dans la vie naturelle, bouge en permanence, puisqu'il mange en marchant, mais dans un pas lent. Et puis, il y a les facteurs sociaux. Normalement, un cheval vit en groupe. Quand il est en box isolé, au mieux, il a un contact avec son voisin de box, mais au mieux, quoi. Et donc, les études qui ont été menées ont montré que l'aspect confinement, en particulier l'absence de locomotion, s'accompagnait pour cette étude-là au débourrage d'une augmentation des mouvements de tête et des sauts de mouton, donc une mise en danger potentielle du débourreur.
et que la privation sociale des animaux qui sont maintenus sans contact avec leurs partenaires sociaux sont plus difficiles à entraîner et les menaces envers l'homme de morsures, de coups de pied, etc., dans cette étude étaient multipliées par 5. Donc vous voyez que les conséquences sur la relation à l'homme sont majeures, les conséquences en termes de sécurité sont majeures, et que finalement, une sorte d'état de mal-être qui est lié à ces restrictions se répercute sur la façon dont les chevaux vont percevoir les humains. Et puis, bien évidemment, les comportements humains ne sont pas neutres. Dans une étude qu'on a menée à l'École nationale d'équitation sur plus de 200 chevaux, on avait fait des tests de réactivité, là encore, des chevaux aux humains, avec des passages réguliers et une réaction à une approche soudaine à la porte. Et en fait, on s'est aperçu dans cette étude que si on regardait les réactions des chevaux plutôt positives, neutres ou négatives, vous voyez qu'on a un peu plus de 40% de chevaux qui réagissaient positivement à l'approche, d'autres qui étaient plutôt indifférents, mais aussi une proportion non négligeable, environ plus de 30%, d'animaux qui avaient des réactions plutôt négatives à cette approche humaine. On a essayé de regarder tous les facteurs possibles en jeu, le type d'hébergement, le type de discipline, etc. Et en fait, on est tombé sur un aspect qui était crucial, c'était le soigneur. En fait, chaque soigneur avait 7 à 8 chevaux, avait sous sa responsabilité 7 à 8 chevaux. Et quand on comparait les chevaux d'un même soigneur, ils avaient tendance à se comporter de la même façon envers l'homme. Ici, un exemple de 2 soigneurs. Ça, c'est, vous voyez, on avait fait 5 tests. Et on a regardé, si on regarde les réactions positives, vous voyez qu'avec le soigneur 1, si on prend ses chevaux, on est à moins d'un test avec une réaction positive. Si on prend le soigneur 2, quasiment tous ces chevaux font systématiquement des réactions positives, émettent des signaux positifs envers l'homme. Donc un effet soigneur massif, c'est-à-dire que la relation que le cheval a au quotidien avec son soigneur influe très largement sur la façon dont il va percevoir des humains inconnus. Ce qu'on appelle une généralisation. On a essayé de comprendre les mécanismes de cette généralisation. Ah bah tiens, je ne l'ai pas mis celle-là. Ok, bon, j'ai mis plus tard. Et puis, toujours dans un aspect bien-être, vous savez peut-être ou peut-être pas que les problèmes de dos des chevaux, c'est 35 à 70% des chevaux montés en tout cas. À l'échelle internationale, hein, ce n'est pas propre à la France. Donc les problèmes de dos, c'est un problème réel pour les chevaux. Et on s'est intéressé à l'impact que ça pouvait avoir aussi, puisque ça fait comme chez nous plutôt une sorte de douleur chronique. On s'est aperçu que plus le cheval avait des problèmes avérés, qu'on mesurait de différentes façons, plus il était agressif envers l'homme, et que inversement, moins le cheval était atteint, plus il montrait des réactions positives pendant les tests. Ça va assez bien avec le fait que tous les chevaux, quand les chevaux ont des problèmes de douleur chronique ou pas chronique, ils ont un des modes d'expression, c'est l'agressivité. Donc avant de conclure qu'un cheval qui menace ou qui attaque est un méchant cheval en termes de caractère, toujours d'abord se préoccuper de savoir s'il n'a pas une douleur quelque part. Et puis on a aussi des chevaux qu'on va dire indifférents. Parmi ces chevaux indifférents, il y a ceux qui ne se préoccupent pas de l'homme, mais il y a aussi ce qu'on a appelé les chevaux dépressifs, qui se caractérisent, et ça je suis persuadée que vous en avez déjà vu, par des temps d'immobilité prolongés où rien ne bouge. La tête, les oreilles, l'encolure, le cheval il est posé, il ne bouge plus. Et ce qui est très différent de ce qu'on voit quand ils sont en train d'observer naturellement. Hein, un cheval qui va bien, il est plutôt en train de regarder autour de lui, et qui est très différent du repos, où là l'animal a les yeux qui généralement finissent par être mi-clos ou clos. Dans ce cas-là, ils ont les yeux grands ouverts, mais non focalisés. Vous avez l'impression, vous savez, beaucoup de gens disent qu'ils ont un regard dans le vide. Ça, c'est des animaux qui ont atteint un stade quand même de mal-être assez poussé. Et on a trouvé à peu près 20% des chevaux dans les centres équestres qu'on a étudiés qui présentaient ce syndrome. Et ils sont caractérisés par une indifférence envers les humains lors des tests. Vous rentrez, vous sortez, ça ne change rien. Sauf que ces mêmes chevaux que quelquefois les moniteurs apprécient, parce qu'en fait, ils sont hyper faciles. Hein. Vous mettez le licol, vous partez avec. Ils vous suivent. Sauf que quand on a fait des tests d'émotivité sur ces chevaux, on s'est aperçu que le jour où ils sont confrontés à un objet inconnu dans un endroit familier, ce sont ceux qui réagissent le plus violemment.
Et donc, en fait, c'est encore plus dangereux parce que ce sont des animaux qui paraissent faciles, sans risque. Et en fait, le moment où ils sont face à quelque chose qui est complètement inhabituel, là, par contre, ils vont devenir extrêmement réactifs. Donc, côté cheval, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a un impact des facteurs génétiques, certains, un impact de l'expérience avec les humains, mais aussi un impact de leur état de bien-être sur la façon dont ils vont réagir aux approches humaines. Et globalement, on peut dire qu'un bien-être altéré, que ce soit pour des raisons d'environnement, que ce soit à cause de douleurs, c'est quelque chose qui va mettre le cheval, entre guillemets, de mauvaise humeur. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous allez arriver dans les écuries, vous allez avoir cette ambiance de chevaux moroses qui se reconnaît bien. Alors, côté humain, qu'est-ce qui explique qu'on ait aussi des soucis? Alors déjà, on sait que les chevaux ont des états émotionnels visibles qui se traduisent par des postures particulières. L'agression se manifeste avec, entre autres, les oreilles en arrière, potentiellement un allongement de l'encolure. Quand ils sont en alerte, les chevaux ont tendance à avoir des postures érigées comme ça, et puis la queue en panache, donc ça se voit. Par contre, on ne les voit pas toujours, nous, parce que d'abord, on est des fois occupé à autre chose, c'est-à-dire qu'on manipule les chevaux, mais en même temps, on est au téléphone ou on est en train de regarder ailleurs. Et puis, il y a aussi peut-être un manque d'attention sur des éléments qui sont particulièrement cruciaux, comme par exemple les postures de queue, qui sont le reflet de la tonicité, mais la tonicité va aussi avec l'excitation. Et puis, souvent, on n'est pas très rapide non plus dans l'identification. C'est-à-dire qu'avant de mordre, le cheval il passe par différentes étapes de menaces. Et un autre cheval, quand il voit ça se profiler, il va éventuellement s'écarter. Mais nous, malheureusement, souvent, on est arrivé là et on n'a pas vu tout ce qui s'est passé avant. Pourquoi? Parce qu'on a encore une fois des pertes d'attention. Pourquoi? Parce que aussi, on ne prend peut-être pas au sérieux les prémices des menaces. Et du coup, on peut aller jusqu'à l'exécution. Il y a beaucoup de gens, quand ils ont été mordus, qui disent « Ah, je ne l'ai pas vu venir ». Ou il m'a mordu d'un coup. Non, ils ne font jamais parce que c'est ritualisé chez le cheval. Il y a toujours d'abord des étapes de menaces. Mais c'est simplement qu'on ne l'a pas vu parce que notre entraînement, l'observation et notre attention ne sont pas toujours présents. Et puis, finalement, la façon dont on se comporte avec l'animal, évidemment, va avoir une influence sur comment il perçoit les humains. Alors, je ne sais pas si j'ai la vidéo. Nous, ce qu'on a fait, du coup, pour essayer d'expliquer l'effet soigneur, on a regardé dans un centre équestre, enfin dans des centres équestres, les interactions entre... Moi, je l'ai pas là. Bon, c'est pas grave. Les interactions quotidiennes entre le cheval et le soigneur familier dans la situation de paillage. Donc, le soigneur rentre, nettoie, remet de la paille, etc. Et on a mesuré les interactions. On s'est aperçu que suivant les cas, il y avait des réactions positives ou négatives plus ou moins marquées. En général, c'était assez propre à chaque soigneur. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on a utilisé ces mêmes chevaux dans des tests avec un expérimentateur inconnu, on s'est aperçu que les chevaux qui avaient des réactions agressives envers leurs soigneurs étaient aussi ceux qui, dans les différents tests qu'on a menés, réagissaient agressivement avec une personne inconnue. Ceux qui avaient des interactions positives avec leurs soigneurs étaient aussi plutôt plus positifs lors des tests. Mais à noter que vous voyez que quand c'est agressif, ils sont agressifs tout le temps. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans un box et que d'emblée le cheval vous menace, vous savez que tout ce que vous allez faire avec lui va être perçu négativement. Par contre, on pouvait avoir un cheval qui réagissait positivement quand la personne était juste présente dans le box sans matériel, par exemple, mais qui pouvait passer à un stade plus agressif quand on arrivait, par exemple, avec une selle ou un filet. Donc, en fait, la conclusion de ça, c'est qu'il y a une plus forte mémoire des interactions négatives. Donc, en fait, là, l'animal, il a une perception de l'homme généraliste qui est « j'aime pas les humains ». Et ça, c'est fiable. C'est-à-dire que vous rentrez dans un box, le cheval vous menace, donc il va falloir être vigilant tout le temps. Par contre, un cheval qui vous accueille bien quand vous êtes là, avec pas de matériel, etc., n'est pas forcément un cheval qui, par ailleurs, ne vous menacera pas quand vous arriverez avec du matériel d'équitation, par exemple. Alors ça, c'est assez logique, puisqu'en fait, si jamais il a une expérience un peu négative d'une situation donnée, il peut avoir associé le matériel avec cette situation. Donc bien aimer les humains à pied,
mais pas du tout aimer les humains si ils lui mettent une selle alors qu'il a mal au dos. Globalement, on considère que c'est, voilà, vous pouvez toujours examiner comment votre animal ou comment l'animal perçoit les humains avec deux grands blocs. Hein. C'est-à-dire que soit quand il voit un humain, il essaie d'éviter, il fuit ou il est agressif, soit il aime bien et il va pas fuir et surtout éventuellement rester à proximité, qui est une manifestation pour le cheval d'interaction positive. Globalement, on distingue, nous, en éthologie, deux niveaux d'échange avec le cheval, ce qu'on appelle l'interaction. Par exemple, vous allez ponctuellement dans un endroit et vous avez à manipuler un cheval inconnu. Vous ne savez pas du tout comment il va être, il ne sait pas comment vous êtes. Donc ça, c'est le niveau de l'interaction. Il faut savoir s'ajuster à cette interaction ponctuelle. Et puis, quand vous êtes propriétaire, soigneur, moniteur, ben, jour après jour, vous avez des interactions. Mais au fur et à mesure du temps, va s'établir une relation. En fait, on considère qu'une relation est établie quand chacun des deux, l'homme et le cheval, en l'occurrence, a des attentes sur le comportement de l'autre. Vous avez des interactions tous les jours avec ce cheval. Au bout d'un moment, vous vous attendez à ce qu'il soit plus ou moins sympa, plus ou moins agressif. Ben, c'est la même chose pour le cheval. Et cette relation, la qualité de cette relation, ben, finalement, va être la résultante de la qualité des interactions. Si ces interactions ont été tout le temps négatives, vous aurez une relation négative. Si elles ont été tout le temps positives, ça va être ça. Le plus souvent, c'est mitigé. Et en fait, ben, plus vous aurez eu d'interactions positives, plus vous avez de chances que la perception globale par l'animal soit positive. En fait, il ne faut pas oublier que toutes les actions humaines ont un impact. Pour un cheval, tout ce que vous faites tous les jours avec est une interaction, même si vous ne vous en rendez pas compte. Le fait d'amener de l'eau, le fait d'amener du foin, le fait d'être présent dans le pré, tout ça est considéré par l'animal comme une interaction. Tout ce qui va être non invasif, tout ce qui va être associé à quelque chose de positif, va créer une mémoire positive. Et par contre, il y a des soins qu'on considère comme des soins de routine, ça va être vermifuger, ça va être faire le vaccin, ça va être parer les pieds. Suivant la façon dont c'est réalisé, va être éventuellement perçu comme quelque chose d'invasif. Typiquement, un éleveur qui ne va voir ses poulains que pour faire du vermifuge, vermifuge chimique avec des goûts pas forcément agréables, bah forcément, au bout d'un moment, les poulains vont l'associer à quelque chose de négatif et il ne pourra plus les approcher. Donc, vous voyez qu'il y a des explications simples, quelquefois, à des constats qui peuvent intriguer. Autre aspect, autre difficulté que nous avons, c'est qu'en fait, on vit avec le cheval dans des mondes, mais complètement différents. Le cheval ne voit pas, n'entend pas, ne sent pas, comme nous. Du coup, c'est pareil, on n'a pas... En plus, ils ne peuvent pas parler. Ils ne peuvent pas parler, donc on est obligé, nous, d'inférer ce qui est bien pour eux. Et le problème dans ce genre de situation, c'est que ce que nous pensons être juste n'est pas forcément ce que le cheval ressent. Donc ça crée une difficulté supplémentaire et ça explique aussi que des fois, on n'offre pas au cheval forcément ce qui lui conviendrait. Et du coup, forcément, ça crée des tensions. Voilà. Alors, comment prendre en compte le monde sensoriel pour optimiser l'approche? On a plusieurs clés à ce stade. Bon, vous savez tous qu'approcher par derrière, c'est un risque d'accident. Donc, vous pouvez soit ne pas approcher par derrière, ce qui est facile, soit au minimum attirer l'attention, parler pour avertir de votre présence. On se pose souvent la question du côté d'approche. Vous savez que traditionnellement, on approche plutôt à gauche et on fait un peu tout à gauche. Sur des jeunes chevaux non débourrés, l'approche la plus positive est par le côté droit. Donc évidemment, ils sont flexibles, donc avec l'entraînement, on arrive à les approcher par la gauche facilement et tout faire à gauche. Mais naturellement, les interactions positives, y compris entre chevaux, se font plutôt à droite. Et puis, quand on fait des actions de routine, du genre j'emmène mon cheval du box au pré, ou je ramène mon cheval du pré, on n'est pas toujours très attentif non plus dans la façon dont on l'emmène. Or, tout est susceptible d'observation et tout est à étudier. Nous, on a fait des manips où, en fait, on a demandé à des gens
de marcher avec un cheval en main, de façon standardisée. Enfin, on leur disait de marcher comme ils voulaient, mais dans un couloir. Et on a observé les réactions des chevaux au positionnement des gens. Et on s'est aperçu que beaucoup de gens, en particulier des gens en routine, c'est-à-dire que pour eux, c'était la routine tous les jours d'emmener des chevaux, donc voilà, marchaient devant. Et plus ils marchaient devant, plus la latence d'obéissance était augmentée. C'est-à-dire le cheval, il obéissait beaucoup moins bien, et en plus, souvent, il avait les oreilles en arrière. Plus la personne était derrière. Des fois, les gens, pareil, pour des questions d'attention, ils se retrouvaient au niveau de la sangle ou du flanc. Là, on met plus de temps pour s'arrêter. Le cheval, il va devant, et quand on lui demande de s'arrêter, ça prend une petite latence. Alors que là, c'était plutôt pour se mettre en route. Et donc, en fait, la meilleure latence d'obéissance, elle a été obtenue quand la personne était proche, c'est-à-dire proche de l'avant-main, de la tête, de l'encolure, où là, les latences pour démarrer et s'arrêter étaient les plus rapides. Meilleure obéissance. Et au-delà de ça, en plus, on s'est aperçu que quand les personnes regardaient leurs chevaux, ce qui là était impossible, évidemment, mais avec des coups d'œil répétés pour s'assurer d'être en relation avec l'animal, on avait une meilleure obéissance et un animal qui était aussi plus positif dans ses postures. Donc en fait, vous savez qu'on a aussi quelquefois cette croyance qu'il ne faut pas regarder le cheval. Ça, c'est une erreur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se mettre devant pour le faire avancer. Donc souvent, quand on dit ne regardez pas votre cheval, c'est dans cette situation. Évidemment, si on se met devant pour le faire avancer, ce n'est pas du tout judicieux. Donc ça, c'est un regard binoculaire de face. Par contre, si on marche à côté de son cheval, pour garder l'échange avec l'animal, mais c'est vrai, pas juste avec le cheval, des coups d'œil répétés maintiennent l'attention sur l'animal et c'est quelque chose qu'il perçoit très bien. Pareil, dans les croyances, il faut aller chercher son cheval au pré sans le regarder. Alors, il n'y a pas de données, enfin, il n'y a rien qui se vérifie là-dessus. En général, si on doit courir après son cheval au pré, c'est qu'il faut remettre en question les dernières séances. C'est plutôt ça. Normalement, qu'on le regarde ou qu'on ne le regarde pas, pour lui, ce n'est pas quelque chose de désagréable d'être attrapé. État émotionnel, on a très peu de données, mais il y a une étude qui a été réalisée où ils ont demandé aux gens ce qu'ils pensaient des chevaux. Donc, il y a des gens qui aimaient bien les chevaux, des gens qui n'aimaient pas les chevaux, qui ont rempli un questionnaire. Et puis après, ils leur ont demandé d'aller toucher les chevaux. Et ils se sont aperçus que le rythme cardiaque des chevaux, donc l'état émotionnel des chevaux, augmentait quand ils étaient touchés par une personne qui avait dit ne pas aimer les chevaux. Donc il y a une transmission, alors on ne connaît pas les mécanismes, ça peut être la posture de la personne, ça peut être son propre état émotionnel, qui fait que l'animal n'est pas dans la même situation, suivant l'état de l'humain qui va l'aborder. Pour toutes les études réalisées, pour l'instant, on n'a pas d'impact du genre de la personne sur les réactions du cheval. Là encore, il y a des tas de croyances à oublier. C'est-à-dire que fondamentalement, un cheval ne va pas réagir différemment à des hommes ou à des femmes. Il peut apprendre à le faire en fonction des expériences. C'est-à-dire que si chaque fois qu'il a été en contact avec un homme, il s'est fait tabasser, par exemple, forcément, au bout d'un moment, il est capable de généraliser et de considérer que les hommes sont peut-être plus désagréables que les femmes. Mais ça, c'est des résultats d'expérience. Ce n'est pas des résultats de la nature physiologique de l'animal. Les couleurs, le cheval voit des couleurs, contrairement à ce qu'on nous a dit pendant longtemps. Mais ce qu'ils perçoivent le mieux, c'est jaune, vert, bleu. Donc ça, il faut aussi le prendre en compte. Et en fait, il y a une étude qui a montré qu'ils étaient sensibles à l'odeur de chevaux stressés. Donc ça peut expliquer aussi certaines réactions, des fois, avec des thérapeutes qui viennent, qui ont manipulé des chevaux stressés et qui vont aborder un nouvel animal et l'animal va réagir. Ça peut être à cause de ces odeurs. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faut penser. Si vous avez été dans, je sais pas moi, dans une clinique vétérinaire, il y avait des animaux très stressés, peut-être pas porter ses vêtements avant d'aller aborder d'autres chevaux qui n'ont pas les mêmes types de problèmes. Voilà. Et puis, là où on a aussi un souci, parce que justement on vit dans des mondes différents, c'est l'identification du bien-être. Vous savez que le bien-être du cheval est un élément majeur de ses réactions envers l'homme. Et en fait, on n'est pas toujours très bon parce qu'on projette aussi nos attentes. C'est-à-dire, par exemple, là, on a fait toute une étude sur l'état corporel des chevaux. Donc, il y a des échelles standardisées que vous connaissez peut-être, de mesure de l'état corporel. Et quand on regarde
là c'était à peu près là c'était 59, mais ça s'est vérifié sur 300 chevaux. Des chevaux de centre équestre, on a à peu près un quart des chevaux. On n'a quasiment aucun cheval qui est en sous-poids. Par contre, on a un quart des chevaux qui sont en surpoids. Et on avait fait passer en parallèle des questionnaires aux soigneurs et on s'est aperçu que pour les soigneurs, ces chevaux-là étaient normaux. C'est assez intéressant parce qu'en fait, on est dans une culture où être bien nourri, être rond, c'est bien. Ça veut dire qu'on est en bonne santé. C'est tellement répandu qu'en fait, on finit par plus faire vraiment la différence. Or, on a beaucoup plus de problèmes de santé chez les chevaux trop gros que chez les chevaux maigres. On a aussi des habitudes de fonctionnement, c'est-à-dire que, vous voyez quand même, je pense qu'il n'y a pas besoin que je commente, il y a des actions de main et de mort qui sont quand même délétères pour le cheval et pour sa colonne vertébrale. Mais quand on en parle, finalement, est-ce qu'on devrait mettre un mort? Est-ce qu'il faut agir de cette façon quand ce sont des débutants qui ne savent pas gérer leurs mains, est-ce que c'est judicieux? La réponse est ça a toujours été utilisé. Donc, si ça a toujours été utilisé, c'est que ce n'est pas un problème. Ça, ce n'est pas comme ça qu'on peut changer les choses. Et dernier point qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment sensible à notre environnement, c'est-à-dire qu'on ne voit pas forcément toujours les choses. Ici, c'est une enquête qu'on avait faite sur 370 chevaux, avec d'un côté, là encore, un questionnaire qui a été passé aux soigneurs, familiers du cheval, et nous, des observations directes de son comportement au box. Je suppose que vous savez tous ce que sont les stéréotypies, les tics. Vous avez tous vu, j'imagine, des tics à l'ours, des tics à l'appui. C'est quand même quelque chose d'assez fréquent. Quand on a fait les observations, on a trouvé qu'il y avait à peu près, dans cette population-là, 37% de chevaux qui présentaient ces comportements au box. Quand on a analysé les réponses des soigneurs, on s'est aperçu que pour eux, il y en avait 5%. Donc vous avez un décalage de 30% de chevaux, ce qui est énorme. Alors, on s'est posé la question, est-ce que peut-être les chevaux n'expriment pas ces stéréotypies devant les soigneurs, parce que quelquefois, ils sont punis quand ils le font. Peut-être que les soigneurs n'ont pas observé suffisamment, mais on avait vérifié avant qu'ils savaient de quoi il s'agissait. Peut-être qu'ils n'ont pas voulu le dire, mais comme les questionnaires étaient anonymes, bon, en tout cas, on n'allait pas les rendre publics. Peut-être que les comportements étaient mal connus, mais en même temps, bon, c'était pas complètement, on n'avait pas d'explication claire, jusqu'au moment où on a regardé établissement par établissement le décalage entre nos observations et les réponses des soigneurs. Et donc là, en fait, vous avez en ordonnée le pourcentage de chevaux avec stéréotypie tel qu'estimé par les soigneurs et en abscisse le pourcentage de chevaux observés avec des stéréotypies par nous. Vous voyez que quand il n'y en a pas, on est tous d'accord. Pas de souci. Quand il y a 20-50%, finalement, on n'est pas trop loin. C'est assez cohérent. Ça diminue quand il y en a un peu plus, mais surtout quand nous, on trouvait qu'il y avait 70 à 100% des chevaux qui avaient des stéréotypies dans l'établissement, les soigneurs nous répondaient qu'il n'y en avait pas. Donc en fait, on avait une corrélation inverse entre notre observation et l'estimation par les soigneurs. Il y a une explication cohérente à ça, qui est que quand tout le monde autour de vous a un certain type de signaux, ça devient votre norme. C'est ce qu'on appelle la surexposition. C'est-à-dire qu'en fait, à force d'être entouré de chevaux qui avaient différents types de stéréotypies, ça finissait par... on a du mal à imaginer que 90% des êtres autour de nous vont mal, quoi. Et du coup, notre fonctionnement, c'est forcément ça la norme. Donc pour ces professionnels-là, c'était des comportements normaux. Donc, ce n'est pas du tout de la mauvaise volonté, ce n'est pas du tout une volonté de masquer les choses, c'est juste que c'est notre fonctionnement à nous. Ça a été vérifié aussi, par exemple, dans des hôpitaux humains, où on a un sous-dosage, par exemple, des médicaments de douleur dans des soins palliatifs, parce que tout le monde va tellement mal que finalement, pour les soignants, c'est difficile de comprendre le seuil. Donc ça, c'est très important de s'en rendre compte parce que les chevaux qui nous entourent ne sont pas forcément nos meilleurs maîtres d'école. Il faut savoir aussi aller regarder ailleurs. Et c'est le seul moyen aussi pour questionner. Parce qu'en fait, partant de là, il faut vraiment questionner les raisons pour lesquelles c'est comme ça. Donc juste, voilà, les humains sont influencés par leur culture, par ce qui est autour d'eux. Les chevaux et les humains vivent dans des mondes perceptuels différents. Tout ce qu'on fait avec le cheval laisse une mémoire. Donc tout ça explique une partie
des soucis qu'éventuellement on peut avoir. Après, évidemment, l'idée, c'est de trouver des solutions pour que ça aille de mieux en mieux, donc en particulier dans les échanges avec le cheval. Et vous savez sans doute ou pas, mais que dans le milieu de l'équitation en particulier, prédomine, ça c'est une enquête qui avait été faite auprès d'entraîneurs de chevaux, et on leur a demandé ce qui était efficace pour entraîner les chevaux, en leur demandant est-ce que c'est le renforcement négatif. Renforcement négatif, c'est vous créez une situation désagréable pour l'animal, et pour éviter cette situation, il va faire le comportement demandé. Genre, vous voulez le faire reculer, vous le menacez avec une badine, il va reculer. Ou renforcement positif, qui est, il fait un pas en arrière, vous lui donnez une récompense, et du coup, il va comprendre que chaque fois qu'il fait ça à votre ordre, il va être récompensé. En gros, c'est ça. Vous voyez que l'immense majorité des professionnels a répondu, il n'y a que le renforcement négatif qui fonctionne pour éduquer un cheval. Ce qui est complètement contraire à tout ce qu'on fait chez toutes les autres espèces. Le chien d'assistance, les animaux dans les zoos, les animaux dans les cirques, et en particulier tous les mammifères marins dans tous les parcs qui en ont, sont entraînés aux soins, parce qu'on n'a aucun moyen d'y accéder autrement, avec du renforcement positif. Donc la question, c'est pourquoi ne pas le faire chez le cheval? Alors ça, on pourra revenir sur ce débat si on veut après. Mais en attendant, il y a eu, du coup, on a eu une thèse dédiée à ça qui a vraiment bougé les choses de ce point de vue-là, qui est la thèse de Carole Sankey, où elle a entraîné des chevaux à rester immobiles à la voie avec du renforcement positif. Donc elle disait reste. L'animal apprenait à rester d'abord dans un premier temps juste immobile à l'ordre. Et puis progressivement au cours de l'entraînement, en utilisant cette même approche, il est resté immobile pendant qu'elle faisait un pansage, pendant qu'elle curait les pieds, mettait un thermomètre, etc. Ce qu'on a constaté, c'est que par rapport à des animaux juste manipulés comme d'habitude, l'éducation était plus rapide, mais surtout, contrairement aux croyances qui règnent un peu dans le milieu équin, on a eu beaucoup moins de risques à l'entraînement avec le renforcement positif, où il avait essentiellement des échanges positifs avec l'homme, alors qu'avec pas ce renforcement positif, on avait une proportion de comportements négatifs du genre mort, tape, il y en a même eu qui tombaient pendant l'entraînement, qui était, vous voyez, la moitié des comportements envers l'homme. Et ça permet aussi de réaliser, donc là on a été plus loin, donc l'animal généralise, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a appris qu'à l'ordre il doit rester immobile et accepter les manipulations, en fait là c'était un jeune cheval expérimental qui a sa première vermifugation avec une personne qu'il ne connaît pas. La personne lui a juste dit reste, et l'animal finalement étant habitué à toujours répondre de cette façon-là, même avec une nouvelle manipulation, vous voyez que ça se passe très facilement. Donc une grande facilitation aussi des manipulations nécessaires du cheval. Ce que ça a donné, c'est une meilleure mémorisation des apprentissages, puisque ces chevaux expérimentaux, après on les a mis au pré, et quand on est allé les retrouver, finalement ils ont retrouvé, ils ont immédiatement obéi à l'ordre. Ils ont aussi une meilleure relation à l'homme en dehors de l'entraînement. C'est-à-dire que quand on regarde ces mêmes animaux, ça c'est les expérimentaux et c'est ce qu'on appelle les témoins, vous voyez qu'on les met au pré et ils vont essayer d'avoir un contact avec l'homme. Alors vous me direz, c'est pas étonnant parce qu'ils ont une mémoire des récompenses, mais n'empêche qu'au moins on a des animaux qui apprécient le contact. Et en particulier qui généralisent, c'est-à-dire qu'ils vont aussi être plus familiers. Donc en bleu, toujours ces chevaux qui ont eu le renforcement positif. Vous voyez qu'ils passent de toute façon toujours plus de temps proche des personnes que les chevaux qui n'ont pas eu ce renforcement, mais c'est particulièrement vrai avec leur entraîneur. C'est-à-dire qu'ils établissent une mémoire de l'entraîneur qui est extrêmement positive et ils généralisent aux autres personnes. Et puis, on est allé plus loin avec aussi les premières étapes du débourrage. Donc, même chose, tapis de selle, sangle, poser un cavalier sur le dos. Ça a donné, et puis après, on les a mis aussi dans un centre d'entraînement. Vous voyez que sur les chevaux expérimentaux qui avaient le renforcement positif, habitués à rester immobiles à la voie, il y en a 10 sur 11 qui ont accepté d'emblée le cavalier sans contrainte. Seulement 2 sur 12 pour ceux qui n'avaient pas eu ce renforcement positif.
Et donc, avec deux conséquences, c'est que la première, et je vais vous montrer une vidéo d'une jeune jument qui a le cavalier qui se met sur le dos pour la première fois. Et deuxième conséquence, c'est qu'en fait, c'est des animaux qui anticipent positivement le travail, c'est-à-dire qu'ils font la queue au manège pour aller travailler. Donc, je vais vous passer les deux vidéos, vous pouvez les regarder en même temps. Donc là, vous voyez sur la vidéo de droite, ben, il est déjà, la jument est déjà habituée à avoir la selle, la sangle, donc ça, c'est de la routine. Sur la vidéo de gauche, vous voyez, il y a un animal qui sort du manège et il y a l'autre qui attend, qui fait la queue pour pouvoir rentrer. Et un troisième qui se dit, bon voilà, la place est libre, je vais pouvoir aller travailler aussi. Je ne peux pas accélérer, donc voilà, ces préparatifs sont un peu longs. Donc là, vous avez donc, la personne, là c'est Carole Sankey, a donné l'ordre à la jument de rester. Donc vous voyez qu'elle ne bouge pas. L'expérimentateur arrive, met le pied à l'étrier et se pose. Et vous voyez les mouvements de va-et-vient de la jument qui montrent qu'elle n'a pas l'habitude d'avoir un poids sur le dos, donc elle essaie de retrouver son centre de gravité. Il n'empêche que, étant entraînée à rester immobile à la voie, vous voyez qu'elle ne va pas bouger au moment de cette première mise sur le dos du cavalier. Donc, deux conclusions par rapport à ces deux vidéos. L'une, c'est que d'abord, c'est un travail avec beaucoup moins de risques. C'est que le débourrage, c'est quand même un moment sensible. Et puis aussi une motivation des chevaux pour le travail. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, si vous êtes obligé d'aller chercher vos chevaux au pré et qui se sauvent quand vous arrivez, ce n'est pas forcément bon signe. Ça veut dire que la situation dans laquelle vous l'emmenez lui a laissé une mémoire négative et le travail peut laisser une mémoire négative, tout comme il peut laisser une mémoire positive, comme là vous l'avez vu, puisque les chevaux faisaient la queue pour aller dans le manège. Et ça, par contre, si vous avez ça, ça veut dire que vos séances de travail sont quelque chose que l'animal a apprécié. Juste pour vous montrer aussi en termes de sécurité, ça, c'est des tout jeunes animaux de 6 mois qui ont été entraînés de la même façon avec renforcement positif à rester immobiles. Et là, en l'occurrence, on les préparait pour avoir des radios des pieds. Donc, vous voyez, le soigneur lui a dit reste et se pose devant le cheval et laisse faire. Et là, on a des chevaux qui n'ont pas été entraînés, un jeune cheval qui n'a pas été entraîné de cette façon. Donc, ça se passe de façon classique avec le torné pour qu'il reste immobile. Et vous allez voir que les conséquences en termes d'interaction humaine ne sont pas les mêmes. Et celle-là, c'est arrêté, je vais la remettre. Donc en fait, plusieurs constats, et je vais finir là-dessus, c'est qu'un homme de cheval, enfin, je voyais souvent dans ma jeunesse, c'est peut-être moins le cas maintenant, les gens vraiment appréciaient quand on maîtrisait un cheval nerveux. On est sorti, j'espère, de cette image, c'est-à-dire qu'un vrai homme de cheval, c'est celui qui arrive à garder ses chevaux dans le calme. C'est pas très spectaculaire, mais quelqu'un qui a une écurie entière de chevaux calmes est bien plus un homme de cheval que quelqu'un qui maîtrise des chevaux nerveux. Essayez de compenser tout ce qui peut être perçu de façon invasive par le cheval par des actions positives. Vous avez vu que chaque interaction laisse une mémoire. Et puis observer pour s'adapter, ça c'est crucial. Il faut développer à la fois la connaissance de l'animal pour mieux gérer son bien-être. Il faut développer des capacités d'observation et maintenir son attention. Ça, c'est quelque chose pour lequel on est mal entraîné. Et de plus en plus de nos jours, avec toutes nos habitudes de regarder ailleurs, penser à autre chose, et maintenant le téléphone en plus. Donc il faut vraiment se dire que quand on a une relation avec un autre, que ce soit un cheval, un chien ou un humain, eh ben, on doit avoir son attention aussi avec l'individu en question. Et juste pour vous montrer, savoir aussi tirer des conséquences de ses propres actions. Là, vous voyez, il arrive pour mettre le licol au cheval, mais il est arrivé un peu brutalement, on va dire. Et ben ça, c'est un bon cheval maître d'école, parce que vous voyez, il lui a dit, bah non, c'est pas comme ça qu'on aborde un cheval. Donc vous allez voir la suite, la personne, elle est en formation, on lui dit, ben ça n'a pas marché, il faut changer.
Mais bon, bien qu'on lui dit de changer, il est parti pour faire pareil. Et là, on lui dit, il faut vraiment changer. Donc là, il est perplexe. Il s'arrête. Et l'animal vient. Donc vous voyez, il n'a rien dans les mains, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Vous voyez que quelquefois, il y a des solutions simples, c'est-à-dire laisser l'animal aussi être plus acteur de l'interaction. Et l'observation fait que vous n'allez pas répéter des gestes qui potentiellement sont inappropriés. Donc pour ceux que ça intéresse, on a une formation continue qui permet de s'initier à tous les abords de l'éthologie du cheval avec les différentes facettes. Et puis sinon, je vais remercier la MSA pour une collaboration de longue date et qui a permis de réaliser une grosse partie des études que je vous ai présentées aujourd'hui. Merci de votre attention.